Chapitre 2. Première étape. La colère arrive d'un coup, pareil à une déferlante. Je me redresse sur le lit et j'envoie valdinguer couette, drap et oreiller de tous les côtés. Mais ça ne suffit pas à me calmer. Prise de furie destructrice, je balance le com contre un mur. L'appareil éclate en 1000 morceaux. J'en veux à la terre entière. À mes parents d'abord, à ce sinistre connard de Patrick Drake, ensuite à moi-même, enfin, pour m'être laissé piéger de la sorte. Je passe de la rage à l'abattement dans la seconde. Je m'écroule en travers du matelas mis à nu et je fonds en sanglots. Qu'est-ce que je fous ici? Pourquoi mes parents m'ont-ils fait ça? Je n'arrive pas à croire que c'est juste à cause d'un peu d'herbe. Bon sang, tout le monde fume au bahut. Les joints circulent quasiment sous le nez des profs et personne n'y trouve à redire. Alors où est le problème? J'avoue que mes parents sont plutôt vieux jeu du côté drogue douce, le genre à ne rien trouver à redire à un adulte qui se tapisse les poumons de goudron ou se nécrose le foie à renfort de bibine, mais toujours prêt à asséner des leçons de morale à un jeune adepte de la fumette. Des parents, quoi. Finalement, mes peurs tarissent. Je me relève pour explorer la pièce. Mon ordi, pas de doute, c'est bien le mien. Les types en combinaison verte ont dû l'embarquer après que Drake a dégoté ma planque pour l'herbe et définitivement HS. Au moins, j'aurai une bonne excuse pour m'en faire offrir un neuf. Je découvre rangées et pliées dans la table de nuit des fringues qui m'appartiennent, juste ce qu'il faut pour une tenue complète. Mes ravisseurs se sont aussi servis dans mes placards. Tandis qu'ils y étaient, ils auraient pu en emporter plus. Enfin, c'est mieux que rien. J'ôte mon pyjama, pas de salle de bain à l'horizon, ni même de lavabo. Tant pis pour la douche ce matin. Je passe les sous-vêtements propres, j'enfile le baggy et mon vieux t-shirt, celui avec le logo Tribaldes dans le dos qui fait tant flipper ma mère, surtout quand les démons stylisés lui adressent des grimaces obscènes. Une fibre anime plutôt marrante, mais la pile cousue dans le col est morte depuis un bout de temps, figeant les démons imprimés en plein Shabbat. La porte n'a pas de verrou, ce qui signifie que n'importe qui peut entrer. Il suffit de pousser le bâton. Le concept de vie privée échappe au taré qui anime ce camp. Je me retrouve dans un couloir au sol et au mur en plastique, éclairé par une rampe halogène fixée trop haut pour qu'on puisse l'atteindre. Il y a, distribué de chaque côté, une douzaine de portes identiques à celles de ma chambre. À une extrémité, j'aperçois les dernières marches d'un escalier qui doit rejoindre le rez-de-chaussée et le réfectoire. Une odeur de bouffe arrive de cette direction et titille mes narines. Mon ventre émet un gargouillis, je découvre que je meurs de faim. Je n'ai rien mangé depuis le petit déjeuner, prise au retour de la teuf chez Mac dimanche matin, après ma folle nuit blanche. Je perçois un mouvement fugitif du coin de l'œil quand j'arrive au niveau du palier. Je fais volte-face. Le visage blanc qui m'observait par l'entrebâillement d'une porte s'éclipse dans un bruissement comme une chouette effarouchée. « Hé, une minute !» Je me précipite et pénètre dans une chambre encore plus spartiate que la mienne. Un lit en fer et une armoire bancale pour unique mobilier. Un grand garçon pâle se tient assis par terre, la tête entre ses genoux repliés dans la niche aménagée entre l'armoire et un angle de mur. Je ne distingue pas ses traits, seulement sa tignasse corbeau, de longues mèches noires éclatées qui retombent en désordre sur ses épaules d'une maigreur effrayante. On dirait que les os saillants et aigus vont percer le tissu du t-shirt déjà troué en mains endroits. « Casse-toi de là !» Le ton oscille entre injonction et prière. La voix me parvient d'entre les mains ramenées en coupe devant le visage du garçon. J'ai l'impression qu'elle a parcouru 1 millier de kilomètres avant de m'atteindre. « Ça va pas? Tu as besoin de quelque chose ?» Mes questions me paraissent évidemment stupides et je n'attends pas de réponse. Elles viennent pourtant, mais pas de là où je l'aurais cru. Erwan a juste besoin d'un peu d'énergie. Notre infirmière viendra lui faire son injection de glucose en temps utile. Pour le reste, il est libre de continuer sa grève de la faim. Patrick Drake s'avance dans la pièce vide et s'agenouille à côté du garçon toujours recroquevillé sur lui-même. Je ne l'ai pas entendu entrer, à croire qu'il se déplace en flottant dans les airs. Il faudra que je me méfie. Le menteur est un spécialiste des approches furtives. « Comme tu peux le constater, reprend Patrick, nous n'interdisons rien. Si nos stagiaires refusent de coopérer, ça les regarde. Mais ce genre d'attitude contribue à retarder le moment de la sortie du camp. Toi, au moins, tu as franchi rapidement la première étape. » De quoi vous parlez? La première étape de quoi? Du stage de rééducation. Il se compose d'un certain nombre d'étapes. La première consiste à accepter son sort. C'est ton cas, puisque tu as pris soin de t'habiller pour venir rejoindre le groupe des nouveaux au réfectoire. Mais notre camarade Erwan ne semble pas disposé à autant de docilité, pas vrai? La main de Patrick caresse la chevelure du garçon, tandis qu'il me donne ses explications. Je ne suis pas très sûre, mais je crois qu'Erwan se met à trembler. Le menteur se relève en soupirant. «
Laissons-le tranquille, il n'est pas prêt. Je lui ferai bien remarquer que moi non plus, mais ça ne servira à rien. Au lieu de ça, je lui emboîte le pas et nous sortons. Avant de tirer le bâton derrière nous, je jette un dernier coup d'œil sur la silhouette prostrée. Erwan me fixe d'un regard noir, brûlant de haine et de désespoir. Un silence presque parfait règne sur le réfectoire, malgré les nombreux stagiaires assemblés autour des tables disposées de part et d'autre d'une allée centrale. Une baie vitrée offre une vue sur les maisonnettes bigarrées du camp. Un mur écran diffuse en sourdine des images commentées par un présentateur dont le visage s'incruste dans un cadre frappé d'un logo que je ne connais pas, une sorte de silhouette d'oiseau vue de profil. Le mur est branché sur le réseau interne du camp, me signale Patrick. Aucune communication avec l'extérieur n'est possible pendant la durée du stage. Je regarde plus attentivement les séquences présentes, toute une vision du camp, seuls les angles de prise de vue alternent. Je peux ainsi en découvrir plus que de ma fenêtre. Le site entier fait à peu près la taille d'un quartier pavillonnaire moyen. Les zones bâties s'échelonnent sur les flancs de petites collines, mais sont davantage concentrées au creux de la dépression qui semble former le cœur de ce village halluciné. Vu du ciel, il évoque une palette de peintres pop oubliée à sécher dans un coin de l'atelier. Les prises de vue aériennes indiquent à l'évidence que des drones patrouillent au-dessus de nos têtes. Une info que je note scrupuleusement, au cas où. Nous traversons la salle pour rejoindre notre table. Il doit y avoir une centaine de stagiaires en tout, encadrés par leurs mentors. L'immense majorité porte une combinaison une pièce, unisexe, bleue, délavée. Pour parfaire l'uniformité de l'ensemble, garçons et filles ont tous le crâne rasé, si bien qu'il est parfois difficile de faire la différence au premier coup d'œil. Les renflements de poitrine des nanas les mieux formées constituent un des rares indices fiables, ainsi que les poils au menton de certains mecs. Seulement intéressés par le contenu de leur assiette, tous m'ignorent quand je passe à leur hauteur. « Ce sont les anciens, me souffle Patrick. Ils ont bientôt achevé le stage. » J'ignore si cette remarque est censée me regonfler le moral, genre « toi aussi tu peux y arriver », mais je sais quel effet elle produit sur ma détermination à me tirer d'ici. Elle la décuple dans la seconde. Si ce guignol travesti en clergyman croit que j'ai envie de ressembler aux zombies qu'il a consciencieusement leur cuillerée de soupe, il se plante en beauté. Mais pour l'instant, je suis bien obligée de faire semblant d'accepter ce qui m'arrive. Je ne me sens pas du tout envoyée promener comme ce pauvre Erwan qui se laisse crever de faim dans une chambre vide. Au contraire même, si je veux mettre les bouts au plus tôt, il va me falloir prendre des forces. Patrick m'indique la place qu'il m'a réservée à l'extrémité d'un banc où se trouvent installées 2 nanas d'environ mon âge. Sur le banc d'en face, un seul autre stagiaire, un garçon plus jeune. Tous 3 ont encore leurs cheveux et leurs propres fringues sur le dos. Quand je m'assieds, ils arrêtent de picorer les légumes bizarroïdes qui emplissent leur bol. Le simple fait de servir des légumes poussés en terre semble étrange de nos jours, mais ceux-là sortent de boursouflures blafardes pleines de fils s'avère particulièrement insolite. Ce n'est pas avec ce genre de nourriture que je vais me requinquer suffisamment pour faire le mur. La table des nouveaux, indique Patrick, en prenant place en face de moi. Comme le mentor n'ajoute rien, je demande. On ne fait pas les présentations ? Si tu y tiens, et si tes camarades sont d'accord, évidemment. Le gamin secoue le menton de gauche à droite et plonge le nez dans sa pitance. Les 2 nanas assises à mes côtés sont heureusement plus loquaces. Samia, fait l'une. Johanna, ajoute l'autre. Je leur trouve un vague air de famille, quelque chose en commun dans les pommettes hautes et rondes, le regard sombre et intense. On est sœurs, confirme Samia. Je suis l'aînée, complète Johanna. Ce sera tout pour cette fois. Elles replongent le nez dans leur bol et se remettent à croquer les drôles de légumes en forme d'asticots obèses. Moi, c'est Lou. Je viens d'arriver. Je ne sais pas pourquoi je me suis sentie obligée de préciser que je débarquais parce que ça doit se voir aussi sûrement que si je portais un panneau autour du cou avec écrit dessus « Je suis novice, soyez sympa avec moi, please ». J'observe encore un moment mes joyeux compagnons de tablée. Tous affichent le même air de chien battu à l'exception de Patrick, bien entendu qui, pour sa part, ferait plutôt penser à un matou veillant sur une colonie de souris, à la fois enchanté et attentif aux moindres mouvements. Mon estomac se rappelle alors à mon bon souvenir en émettant un monstrueux borborigme qui m'attire un froncement de sourcils de la part du mentor de la table voisine. J'inspecte le bol servi devant moi avec circonspection. « C'est quoi ces trucs ?»« Des crostes », m'informe Patrick. Plus exactement, le rhizome de cette plante, sa seule partie comestible. Comme je dois avoir l'air d'en douter, il ajoute, comme s'il récitait une leçon de SVT,
À ce stade du stage, la valeur nutritive des crosses ne suffit à compenser le peu d'énergie susceptible d'être dépensée. Autrement dit, pour ce qui est d'accumuler des réserves en prévision d'une escapade pas prévue au programme, autant tirer un trait. Je comprends mieux le manque de tonus des nouveaux s'ils n'ont que ces saletés à manger. Les anciens, eux, ont droit à une soupe dans laquelle surnagent des morceaux de vrais légumes connus, genre carottes, pommes de terre, etc. Je n'aurais jamais cru que j'en arriverais un jour à saliver sur ce genre de menu. Comme si l'aspect des crosses ne suffisait pas à rendre ce repas problématique, une autre difficulté se présente quand je constate l'absence de couvert. Samia et Johanna utilisent leurs doigts de même que le jeune garçon muet. Seul Patrick dispose d'un couteau qu'il a tiré d'une de ses poches avant de faire jaillir la lame pour couper de fines tranches d'un pain gris et compact. Pas la peine de me faire un dessin, je comprends que nos menteurs ne veulent pas laisser d'ustensiles potentiellement dangereux à notre disposition. Je pourrais m'entêter à la manière d'Erwan et refuser ce simulacre de déjeuner, mais j'ai vraiment trop faim. Je me résous à piocher un cross dans mon bol du bout des doigts et à le porter à ma bouche pour en croquer une minuscule partie. L'affreux légume se délite en matière granuleuse particulièrement fade. Au moins il a été bouilli. Il est demeuré tiède. Bien maigre consolation qui laisse arguer d'autres banquets aussi tristounets. À ce régime-là, j'ai intérêt à trouver le moyen de m'échapper avant d'en avoir perdu la volonté.